Comme tous les jours, on a des super invités sur ce plateau. Bonjour Aurélie Moussy, bonjour Antoine Strougarec. Ça fait Bonjour. plaisir de vous voir. Bonjour. C'est bien. Alors, je vais vous présenter. Aurélie Moussy, vous travaillez au CNES, le Centre national d'études spatiales, dont vous êtes l'ambassadrice pour la fête de la science cette année. Grosse responsabilité. Tout à fait. Hein. Alors, vous êtes docteur en astrophysique. Vous participez à des missions d'exploration sur des astéroïdes ou encore sur des petits corps tout petits. D'ailleurs, vous en avez amené un C'est ça. avec Oh, vous. le plus célèbre d'entre eux. À mon avis, vous devez tous le connaître. Montrez-le bien. Allez, je le Ça montre. ressemble à un canard. À votre avis. Ah. On devrait en faire un quiz. Est-ce que... Donc en fait, c'est Tchouri, Ouais. la comète Churyumov-Gerasimenko, qui fait partie de la famille des petits corps célestes, Et donc vous- comètes et astéroïdes. Et vous avez travaillé sur cette mission, c'était quoi, en 2014? C'est ça. C'est ça. Et là, plus récemment, vous étiez chef de projet de la mission Hayabusa 2 Mascotte. C'est une mission japonaise à laquelle le CNES et vous avez largement collaboré et dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette mission était cette fois l'astéroïde Ryugu. Est-ce que vous pouvez nous présenter Ryugu? On va en voir des images. Oui, alors Ryugu, c'est un astéroïde déjà, Ouais, donc qui fait à peu près 900 mètres de diamètre. ok. C'est peu. Hein, C'est très petit. ouais, c'est loin. C'est loin. Alors, on est allé quand on est allé au rendez-vous avec lui, Ouais. il était à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. Oh là. Donc, ça veut dire que pour que notre signal y arrive, Oui. qu'on reçoive une réponse de la sonde, Oui. on a presque 20 minutes d'attente. 20 minutes, le temps, si on envoie une onde de là-bas, Et voilà. 20 minutes. Donc, quand D'accord. on veut un aller-retour, ça fait... Pour un quiz, 40 minutes. ça laisse du temps pour la réponse. Hein. Oui, là, on a le Ça, temps de... là, c'est pas mal quand même. Alors, objectif de la mission, analyser la composition de Ryugu et également rapporter sur Terre des échantillons de poussière, de roches, hein, qui renferment peut-être le mystère de l'apparition de la vie. Ça, c'est absolument passionnant et on va en parler dans un instant. Oui, parce que j'ai oublié de dire que Ryugu est un astéroïde carboné. Donc, Ah, là, j'ai dit le gros mot, carbone. Nous, Carbone, c'est ça- notre Graal. Oui, c'est important parce que carbone, allez-y jusqu'au bout, ça veut dire Parce que ça veut dire qu'il est riche potentiellement en molécules très complexes, avec beaucoup d'atomes de carbone et aussi de l'oxygène et de l'hydrogène, qui sont des éléments essentiels à l'apparition de la vie. certains appellent ça les premières briques. Exactement, les briques élémentaires de la vie qui servent à fabriquer les acides aminés et toutes les choses fantastiques Vous qui nous font mettez qu'on sur est la là. piste, on va en parler tout à l'heure tranquillement. Avec nous également Antoine Strougarec. Bonjour Antoine. Bonjour Fred. Vous êtes l'ambassadeur du CEA, vous Oui, cette année. exactement, c'est ça. Vous avez tous les deux des grosses responsabilités pour Énorme. transmettre la connaissance. Hein. C'est bien. Alors, le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alors, vos recherches portent sur les phénomènes magnétiques des étoiles, notamment le magnétisme du Soleil et ses impacts sur la Terre. Évidemment, vous faites de la recherche, ce qu'on appelle fondamentale. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que vous faites un petit peu de la météo, non pas de la pluie et du beau temps ou du climat, mais de la météo de l'espace? Exactement. On s'intéresse à savoir comment le magnétisme des étoiles fonctionne, mais ça a un impact directement sur notre Terre et ça influence tout l'environnement spatial autour de la Terre, ce qu'on appelle donc la météo de l'espace. Et on essaye de l'anticiper parce que ça peut être dangereux de différentes façons. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. On va y revenir. D'abord, avec vous, on va tout comprendre sur le magnétisme, ce qui n'est pas toujours évident. Et effectivement, de voir les impacts directs que ça peut avoir sur la Terre, sur nous, etc. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'apparition de la vie sur Terre en partant d'une hypothèse. Et si les premiers éléments, tout simplement les premières briques dont on parlait tout à l'heure, étaient arrivées de l'espace, et si ensuite ça s'était développé au fond des océans? Pour en savoir plus, on va se rendre tout de suite au centre de recherche de l'Ifremer à Brest. Bonjour Didier Flamand. Bonjour. Alors vous êtes responsable du laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes à l'Ifremer. Et pour commencer notre enquête sur les origines de la vie, on va faire une plongée dans les grands fonds. Alors je vous propose d'aller découvrir les cheminées hydrothermales. Didier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment elles se sont formées? Alors, les cheminées hydrothermales, on les trouve donc sur le plancher des océans, dans des zones près des zones qu'on appelle les rides océaniques. En fait, ce sont des lignes qui traversent les océans. Ouais. Et c'est le lieu de naissance des plaques océaniques qui vont naître à l'endroit de la ride et ensuite bouger et se déplacer
vers les plaques continentales opposées pour finir jusqu'à passer sous ces plaques continentales et être recyclé dans un grand mouvement de subduction. Enfin, tout ça pour dire qu'au niveau de ces rides médio-atlantiques, on a des zones de mouvements de plaques, des mouvements tectoniques, et ces mouvements vont créer des failles, des fractures dans le plancher océanique, et l'eau va s'y engouffrer tout naturellement, Ouais. se rapprocher des chambres magmatiques, se réchauffer fortement, et une fois que les eaux d'infiltration sont devenues très chaudes, eh bien elles vont remonter parce qu'elles sont plus denses. Et lors de cette remontée dans la croûte océanique vers le plancher, elles vont se charger au contact des minéraux qui sont présents. Et c'est ce que D'accord. vous avez vu sur la vidéo que vous avez passée tout à l'heure, c'est-à-dire que ce fluide très chargé en minéraux et qui va jaillir au niveau du plancher océanique va faire ces grands fumeurs noirs, et les minéraux qui la composent vont se précipiter au contact de l'eau de mer environnante qui est aux alentours de 2 degrés, et ce précipitat va se déposer et former les grandes cheminées que vous avez vues. D'accord, donc ces grandes structures, c'est presque des monuments. Des fois, ça peut Ouais. atteindre des hauteurs Des- assez monumentales d'ailleurs. C'est une de celles qui nous intéresse, encore une fois dans la zone atlantique, s'appelle le Mont Blanc. Donc c'est évocateur De la taille. des dimensions. Ouais. Alors, il existe deux types de cheminées hydrothermales. On parle donc des fumeurs blancs et des fumeurs noirs. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus propice que l'autre à l'apparition de la vie? Alors oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement un distinguo fumeur noir, fumeur blanc, mais maintenant, si on veut plutôt s'intéresser à l'hypothèse de l'origine de la vie, on va surtout s'intéresser à la nature du fluide. Certains édifices hydrothermaux sont traversés par un fluide qui, selon l'hypothèse en cours, est plus sujette à avoir donné les conditions favorables à l'émergence de la vie. Et là, on parle là, par exemple, vous avez l'image qui va bien. Ouais. C'est l'image du site Lost City qui a été découvert un peu plus loin de la ride médio-atlantique, qui est un peu éloigné. Et le fluide va être transformé à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il va passer sur des natures de roches qui sont un peu différentes. Et le fluide en sortie est cette fois-ci un peu plus réducteur. Il est chargé d'hydrogène, dont vous en avez parlé dans le quiz, ce vecteur énergétique qui est extrêmement important pour le développement de la vie microbienne. Mais il est aussi plus alcalin. Alors ça, c'est important aussi pour l'apparition des premières briques essentielles de la vie, dont a parlé une de vos invités. Ouais. Il est aussi chargé, dans ces sites, il est chargé en minéraux et en métaux qui sont des catalyseurs qu'on imagine comme étant essentiels à l'apparition de la vie. Donc oui, ces sites dont on dit, alors je vais vous le dire, parce que c'est un mot un peu barbare, mais je trouve qu'il est évocateur, Ouais, c'est des dites-nous. fluides au sein duquel l'eau interstitielle a subi une réaction de serpentinisation. Ah oui, Pour dire effectivement. voilà. Et ça veut dire quoi alors, c'est, la serpentinisation? la serpentinisation, c'est une réaction chimique qui dépend de la nature de la roche sous-jacente de l'édifice hydrothermaux et associé à la température de l'eau, va faire que ce fluide aura les propriétés dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la présence d'hydrogène, de CO2, d'ammoniac, et des choses qui sont des minéraux et des métaux qui sont essentiels à la mise en place des premières briques de la vie. Ok, donc un cocktail propice à l'apparition de la vie. J'aimerais bien Tout à fait. qu'on dise un petit mot quand même de l'autre type, donc les fumeurs noirs quand même. Quel est le fluide qui en sort? Pourquoi elles sont noires celles-ci? Alors c'est un fluide, il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de métaux, on a beaucoup de sulfure, on a un pH qui est très acide, au contraire des sites ultramafiques là, qui subissent la serpentinisation. D'accord. Alors, il y a 4 milliards d'années, les conditions dans l'océan étaient peut-être différentes de ce qu'on trouve actuellement Oui. autour de ces zones propices à la vie. Oui, et ça va. Alors, c'est un élément important qui va aussi avec l'émergence de cette hypothèse, puisque d'un côté, on a eu la découverte des sites comme Lost City, dont vous avez montré les vidéos tout à l'heure, Ouais. qui sont intéressants de ce point de vue-là, mais associés aussi au fait que aux alentours de 4 milliards d'années, on avait un océan qui était beaucoup plus riche en CO2 Ouais. et aussi beaucoup plus acide.
Et donc là, ça veut dire que l'émergence d'un fluide chargé en H2 dans un océan avec de fortes concentrations de CO2, ça a pu aussi engendrer la synthèse chimique de composés organiques d'intérêt pour l'origine de la vie. Et D'accord. puis aussi, surtout, ce qui est important, c'est que pour imaginer que la vie se crée et qu'elle apparaisse, il faut aussi des déséquilibres énergétiques. Et la différence de pH entre le fluide et puis l'océan peut créer des forces, des courants. forces de protons, des gradients de protons qui sont aussi là des sources énergétiques importantes pour que la vie se mette en place. D'accord. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui encore, on retrouve une vie foisonnante autour de ces cheminées hydrothermales et on trouve notamment des micro-organismes qu'on appelle des archées. Qu'est-ce que Oui. c'est exactement? Alors les archées, c'est un groupe à part du vivant, enfin c'est un groupe à part entière qui a échappé à notre sagacité pendant pas mal d'années, parce qu'en fait, il n'y a rien qui ressemble plus à une bactérie qu'une archée sous la lunette d'un microscope. Ça a la même morphologie. Là, on voit Pyrococcus abyssini. C'est des sphères, des coques, en tout cas des morphologies complètement similaires à celles des bactéries. Donc en fait, avant les années 80, tout ça, les bactéries et les archées étaient dans un même sac. Celui des prokaryotes, c'est-à-dire des êtres unicellulaires sans noyau, le noyau étant la structure interne qui protège l'ADN au sein de la cellule. Ouais. Et puis, dans les années 80, Carl Woese et George Fox, des chercheurs de l'Illinois, ont mis au point une nouvelle technique de caractérisation des micro-organismes en utilisant cette fois non pas la morphologie, mais un marqueur moléculaire, donc un gène. Et en comparant les séquences de ce gène qui est universel, eh bien, bingo, on s'est aperçu que le monde des prokaryotes était séparé en deux entités bien différentes, les bactéries d'un côté et les archées de l'autre. D'accord. Et donc, ça, alors, on pourra en... Ouais. En fait, ce sont des vieilles cousines. Une chose importante, c'est que ces archées sont on s'est aperçu après que c'est vraiment les champions de l'extrémophilie. Donc les endroits où on ne voudrait pas mettre le petit doigt de pied, souvent on trouve des archées en abondance. D'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... C'est ce que vous étudiez, j'allais dire. C'est ce que vous étudiez, voir comment elles s'adaptent justement à ces environnements extrêmes. Et pour ça, oui. vous faites des expériences en laboratoire. Je crois que c'est ce que vous avez derrière vous. C'est bien ça? Bon, derrière nous, alors, bon, je pense qu'un zoom permettrait de mieux voir, mais là, par exemple, c'est un fermenteur dans lequel on fait pousser Thermococcus barophilus. En bon français, c'est la boule de chaleur qui aime la pression. D'accord. C'est un modèle qu'on étudie dans le labo qui pousse à 85 degrés. Donc là, on a une double paroi qui permet de maintenir la température à 85 et de la faire pousser en continu. Et elle a aussi cette particularité de pouvoir pousser en appliquant jusqu'à 40 mégapascales de pression. D'accord. Et qu'est-ce que vous étudiez particulièrement sur ces archées quand vous les cultivez comme ça en laboratoire? Alors, on regarde, on a deux angles de vue. L'un, c'est d'abord, avec ce modèle, c'est la compréhension de l'adaptation à la pression. Et puis sur un autre modèle, c'est d'essayer de comprendre comment ces archées qui vivent donc qui se développent à des températures entre 80 et 95 degrés font pour réparer leur ADN ou multiplier leur ADN, qui est très probablement fracturé, cassé, abîmé à ces conditions physico-chimiques. Donc on essaye de trouver les mécanismes moléculaires de réparation et puis de comparer avec des espèces ou des mécanismes moléculaires qui ont été décrits chez des espèces qui ne vivent pas dans ces endroits particuliers. D'accord. Une dernière question très rapidement pour conclure. Oui. Ces travaux pourraient nous aider finalement à mieux comprendre le lien entre donc, les archées et les eucaryotes, donc nous, parce que les archées finalement ce sont de nos vieilles cousines, si je peux dire. Oui. C'est bien ça, mais il y a aussi d'autres objectifs à ces travaux? Eh bien, dans le labo, on fait aussi de l'écologie microbienne pour comprendre le fonctionnement des communautés microbiennes dans ces environnements, ces sources hydrothermales profondes. Et évidemment, vous comprenez que si on connaît le métabolisme, c'est-à-dire les substrats utilisés par les différentes espèces et les produits du métabolisme, eh bien, c'est d'un intérêt pour aller chercher sur les exoplanètes ou les lunes extraterrestres les mêmes types de produits et les mêmes types de substrats produits qui pourraient nous faire penser qu'un métabolisme est à l'œuvre et que donc une vie peut s'y cacher.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Didier Flamand pour cette plongée au cœur des origines de la vie. C'était très clair, vous en c'était prie. limpide. Merci beaucoup. Et je vous propose de retrouver Fred maintenant en plateau. Oui, eh bien, merci beaucoup. Nous aussi, on va essayer d'aller chercher quelques indices des origines de la vie. On va d'abord vous présenter quand même notre mission. Aurélie, on a devant nous une maquette De la bête, oui, tout à fait. bah oui, de la sonde Hayabusa 2 et de son petit atterrisseur, voilà, qui est là et qui s'appelle Mascotte. Oui. Pour avoir une idée, dans la réalité, ça fait combien? Quelle taille? Alors là, c'est 6 fois plus grand seulement. C'est pas si grand que ça, hein, une sonde interplanétaire. Donc ça veut dire Ouais, à peu près, la hauteur fait à peu près 1 mètre dans la réalité. d'accord. Et le panneau solaire fait 6 mètres de longueur, quelque chose comme ça. D'accord. Et ça, c'est Mascotte. Ça vient là, normalement, et le Ça vient transporte là, comme ça. exactement. Et Ok. donc Mascotte, normalement, fait environ 30 cm de côté. C'est une boîte à chaussures. D'accord, très bien. De On va haute technologie, mais une boîte à chaussures. Bah oui, oui, hein, quand même. Hein. Alors, on va expliquer dans le détail ce que fait Mascotte, ce que fait également la sonde. Mais alors, dites donc, quand même, elle est partie en 2014, 4 ans pour aller jusque là-bas. Hein. Et oui, c'est pas de tout repos nos voyages interplanétaires en fait. Il faut d'abord s'extraire de la gravité terrestre. Ouais. Donc ça demande un minimum de tours et de détours autour de la Terre pour être entraîné de plus en plus loin. Et donc encore 3 ans et demi pour arriver à Ryugu, c'est plutôt court par rapport C'est vrai à Rosetta qui a mis 10 ans pour arriver Ah à la oui. comète Chury. Absolument, d'accord. Donc là, il faut Donc, rester concentré, bon, motivé. alors, 3 ans et demi, hein, vous C'est avez ça. le temps d'aller prendre un café, ça y est, c'est parti, vous arrivez. Et alors, il y a un moment qui doit quand même être assez prenant, c'est quand même le moment où vous arrivez juste au-dessus. Alors, l'une des missions essentielles, justement, du CNES, votre travail avec votre équipe, c'était de trouver les endroits où ils allaient atterrir sur finalement un morceau de caillou, excusez-moi l'expression quand même, mais qui fait 900 mètres de diamètre, je sais. Tout petit. Hein, C'est vrai. alors, ça, il va falloir, on va voir comment ça va se passer, le faire arriver au sol. Et puis, eh bien, avec Hayabusa 2, il fallait aller prélever un petit peu de poussière. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Donc, c'est compliqué, on ne peut pas se poser n'importe où sur l'astéroïde. Alors oui et non, mes réponses sont jamais simples. Oui. En fait, on peut en théorie se poser n'importe où. Seulement, il faut déjà choisir un site qui soit propice à la science, enfin qui convienne aux scientifiques, et qui ne risque pas d'endommager la technique. Oui, Donc qui plaise aux ingénieurs aussi. d'accord. Et là, Parce que les c'est là où ça scientifiques se corse. peuvent avoir tendance à dire, je veux aller là, pas ailleurs. Je veux C'est aller... ça. C'est ça. Et en général, on passe un peu pour les rabat-joie en équipe opérationnelle à dire ah oui, mais alors là, tu n'auras pas beaucoup de signal, on va pas pouvoir communiquer beaucoup. Par Ou exemple. tu n'auras pas beaucoup de soleil, donc tu vas pas pouvoir beaucoup prendre d'images. Ou D'accord. ce genre de Ça doit être un critères. super boulot d'équipe. Hein. C'est là où c'est l'aventure humaine qui est toujours le catalyseur de la réussite en fait. D'accord. C'est- Donc il faut bien prévoir l'endroit où se poser. Et vous avez eu quelques petites surprises quand vous avez vu les premières images, quand la sonde est arrivée au-dessus? Oui. Après, c'est ce qui nous plaît dans ce genre de mission. On part, on ne connaît rien de l'objet céleste. On a juste 2 pixels depuis le sol, Ouais. rien du tout. On connaît vaguement une taille, vaguement l'endroit où on va se rencontrer, mais Vous n'avez pas la forme de l'objet? on n'a pas la forme de l'objet. Imaginez la surprise quand on arrive, la première image qu'on a de l'objet quand on y arrive à proximité, c'est toujours un grand moment pour nous. Alors, c'est, justement, premières images, vous avez une surprise. Hein. Grosse surprise. C'est quoi? Premières images, le sol n'est pas du tout comme on s'y attend. C'est vrai? C'est-à-dire que nous, on avait l'espoir qu'on trouve des zones assez planes avec ce qu'on appelle du régolithe, de la poussière fine comme il y a sur la Lune. Oui, d'accord. Donc on se disait, voilà, on va chercher une zone plutôt dégagée, Uh-huh. plutôt prête, Uh-huh. et on pourra se poser là, sans D'accord. risquer d'endommager le satellite. C'était pas ça. Non, c'était pas ça, non, c'était plutôt un gros rocher tout hérissé de petits rochers, Ah, d'accord. avec des tailles énormes. On a le rocher qui se trouve au pôle sud de l'astéroïde, là, ce Ouais. rocher-là, Otohime, il s'appelle Otohime en japonais. Ouais. Il fait presque 100 mètres de diamètre. D'accord. On a des rochers, les plus petits sont même Je suis déjà... dessus, là, sur le pôle sud? Celui le pôle sud, il est là. Ah, d'accord. Bon, alors, le pôle sud, quand même, pour notre logique, on va le mettre comme ça. Je ne sais Exactement. pas si ça marche dans C'est bon, l'espace. ça va marcher. Voilà, je vais le mettre comme ça, vous allez bien voir. Et donc, la surface est criblée de rochers, donc il a fallu revoir toutes nos stratégies d'atterrissage. Mais c'est là où on s'éclate. C'est justement dans ce qui n'est pas prévu.
que réside le sel de l'aventure, quoi. Et on n'est C'est- pas, au bout de l'aventure. Et on hein, n'est pas parce au bout de que- l'aventure. Parce que première opération, larguer. C'est pas mascotte. C'est une mascotte en c'est carton. une mascotte. Ah, celui-là, il est beau. Donc larguer, mascotte. Oui. Alors là, on va voir des images, justement. Ça se passe à quelle altitude au-dessus de Ryugu? Alors, on est largué à peu près 60 mètres de la surface. Ok. C'est en fait le moment du largage est choisi très précisément. On va le pour- voir, là. Hop, Voilà. c'est parti. La mascotte est larguée depuis le satellite Ouais. à une chute libre. Et il n'y a pas de C'est-à-dire parachute. Hein. qu'il n'y a rien. Pas de parachute, pas d'assistance de propulsion, rien du tout. Chute libre. La chute libre, mais il est extrêmement solide. Il 60 est- mètres, c'est Il est énorme. solide. Après, on est sauvé par la très faible gravité de Ryugu, qui fait que D'accord. le choc n'est pas si violent que ça. Par Ah bon contre, on a l'effet contraire qui peut nous impacter, c'est qu'on sait qu'on va rebondir parce qu'il y a une très faible gravité. Et donc, il faut qu'on estime le nombre de Rebonds qu'il la va faire. durée de maximale des rebonds, mais sans rien connaître de la surface. C'est un peu dur. Ouais. C'est comme prédire sur quelle face le dé va retomber sans savoir le sol sur lequel on va le lancer. Bien sûr. Et donc, ça fait partie de nos travail, faire des études statistiques, de la probabilité, et essayer d'imaginer tous les cas, en sachant que c'est jamais qu'on a imaginé qui va arriver. D'accord. Et Et ça s'est bien passé. ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors on parle un petit peu de mascotte, parce que c'est quoi son travail sur la surface? Alors, son travail, c'est d'être l'éclaireur pour Hayabusa, Mhm. pour le Faucon Pèlerin. D'accord. Donc, en fait, c'est un mini laboratoire embarqué. On a Ouais. des instruments à bord. Et ça va être le premier à faire des analyses de terrain qui vont... Température. Voilà, température, magnétisme, image de la surface, Ouais, il y a une caméra première embarquée, bien sûr. caractérisation de la composition, et tout ça pour aider le satellite qui va arriver après, se poser, collecter un échantillon. Oui, et toutes ces informations-là, elles arrivent à la Terre, puisque Mascotte est en liaison avec, Il a deux antennes, avec la une de chaque sonde, côté, tout à fait. et la sonde est en liaison avec la Terre. Exactement. Donc vous êtes au courant Alors, au bout de 20 minutes quand même. Ça non fait partie du casse-tête chinois qu'on fait parce qu'en fait, on a beaucoup de contraintes. On a notamment la seule énergie dont on dispose, c'est une batterie. Donc il y a une durée de vie limitée. Et on a beaucoup d'instruments à faire fonctionner. Et en plus, on n'est pas en communication constante avec et le satellite et la Terre. Donc il faut s'arranger pour ne perdre aucune information et faire un maximum d'activités en un minimum de temps. Deuxième opération extrêmement délicate, aller prélever des échantillons de poussière, des petits morceaux de roche, et ça c'est le travail de la sonde qui va, comment, elle va, on peut le montrer là, elle Oui, on va le descend, montrer. c'est ça qui va aller Alors, prélever. voilà, ça ressemble un peu je trouve qu'il ressemble un peu à un insecte, Hayabusa, plus qu'à un faucon pèlerin. Et donc, il y a cette trompe là qui est faite pour aller butiner le sol. Et donc, le satellite descend très doucement vers la surface, en Ouais. autonome. Il se Ouais. guide tout seul parce que là, on n'a pas le temps de faire les Regardez, 17 minutes on va voir en parallèle. Voilà. Là on a la sonde qui descend, voilà. qui va au contact, qui largue une petite bille Ok. et qui, au contact avec le sol, la bille va projeter de la matière Oui. et on capture la matière. Qui rentre là. Voilà, qui rentre dans la trompe, qui Ouais. finalement monte et est stocké dans des petits compartiments scellés à l'intérieur de la capsule qui sera relarguée sur Terre au retour de la sonde. Le contact, ça va très vite. Vous nous avez amené Très, très des rapide. images Là, c'est extraordinaires, les images des réelles. images réelles. On regarde. Alors voilà. Comment là, dit-on tout ça? Vous voyez la sonde qui se positionne, la sonde descend, arrive au contact avec le sol, le Ouais. petit projectile est largué et là vous allez voir un nuage de poussière projeté. Ouais. Et là, nous, quand on voit ça, on Vous le voyez, vous? on le voit pas en direct, Bah mais on le non, voit juste justement, après. Et mais quand juste on le après. voit, là, on saute Là, de vous- joie parce que C'est vrai quoi. C'est youpi. Parce que là, on se dit, vu tout ce qui a volé, forcément, on en a récupéré beaucoup. Et ça arrive dans 2 petits containers, je ne C'est sais ça. pas comment on peut Il y a- appeler ça. ouais, il y a 3 petits containers à bord de la capsule, un par zone de collecte, parce qu'on a collecté 2 fois des échantillons, une fois comme ça à la surface, et une Oui. autre fois après avoir lancé une charge explosive qui a créé un cratère artificiel pour aller creuser un peu Un plus, peu, la d'accord. matière encore plus ancienne. Oui, ah oui. Et on a un 3e compartiment qui a capturé le tout venant un peu. D'accord. On va voir ensuite retour sur Terre. Hein. On va un peu vite dans le voyage. On arrive retour vers la Terre en décembre 2020. Décembre 2020, D'accord. la sonde revient. Oui. Alors, largue la capsule donc qu'on a vue tout Ouais. à l'heure, là, qui est devant le satellite. Mhm. La largue Mhm. pour qu'elle atterrisse au milieu du désert australien, histoire Ouais. de la localiser facilement sans risquer de toucher des habitations. Bien sûr. Et là,
là, on a Elle une rentre dans moisson. l'atmosphère. Voilà, elle rentre dans l'atmosphère. On la suit depuis le sol avec plein de choses, Vous suivez, vous savez où elle est? avec des radars, avec des avions, avec des drones. On suit avec tout ce qu'on a D'accord. et on localise la capsule au sol pour pouvoir la récupérer, la mettre dans un compartiment scellé, bien sûr, parce que là, l'idée, c'est pas de polluer les échantillons. On la voit là, enfin, On on la voit voit, le là. parachute. Elle est Là, il assez y a petite, l'équipe. hein, vous voyez, vous la voyez devant le collègue japonais qui est accroupi au sol. Là. Ouais. Elle est toute petite, elle fait quelques dizaines de centimètres. Et elle renferme 5,5 grammes de matière. Et là, c'est formidable parce qu'on attendait 100 milligrammes. C'est vrai. Oui. Donc c'est franchement une C'est réussite. une grosse moisson. C'est incroyable hein, quand même, hein, ces missions. Pour nous, terriens, on se dit, voilà, on part à des millions de kilomètres comme ça, sur un objet qui fait 900 mètres de diamètre et vous arrivez à Donc, ramener ça sur Terre et ça revient sur Et le extraordinaire. pire, la cerise sur le gâteau, c'est que la sonde n'a pas fini son voyage. Elle est en tellement bonne santé, il reste tellement du carburant qu'on est reparti vers d'autres astéroïdes qu'on atteindra dans 10 ans, Non, avec la même. avec la même. Sérieux? Ouais. Bon, alors, dites-moi, c'est quoi pourquoi on va visiter, pourquoi on va prélever des astéroïdes comme Ryugu? Oui, c'est pas juste parce qu'on Pour on vous adore amuser, les déjà, cailloux. ça doit être C'est pas génial. pour une collection de cailloux. Non. Alors en fait, c'est parce que la théorie la plus commune pour l'instant, c'est que les astéroïdes et les comètes, donc les objets qui ont assisté à la formation du système solaire, Oui, donc ils ont été formés en même temps que le système solaire, mais l'avantage d'être petits, c'est leur force en fait, des petits corps. Ils sont trop petits pour avoir subi toutes les transformations qu'ont subi les planètes. Il d'accord. n'y a pas eu de noyau de créer, il n'y a pas eu tous ces processus très énergétiques qui ont modifié la matière. Oui. Donc on pense que ces objets ont quasiment pas changé Ils depuis auraient la leur mémoire formation. de l'époque. Ils ont la mémoire de l'époque. Parce que sur la Terre, c'est pas possible. La Terre, elle a chauffé. La C'est Terre, ça. il y avait. Exactement. Elle a bougé. Donc en fait, on est un peu des archéologues. On D'accord. cherche sur des échelles de temps, voilà, on cherche des objets témoins de ce moment-là précis, et on suppose que ces objets ont ce qu'on appelle ensemencé la Terre, Oui. c'est-à-dire qu'avec les impacts à une certaine époque après la formation de la Terre, ce seraient eux qui auraient Ouais, amené ouais. l'eau des océans, les matières essentielles, les briques essentielles à la vie. On serait le résultat Où en sont les études? Parce qu'évidemment, je suppose que vous tous et les scientifiques du monde entier doivent se jalouser ces petits morceaux de poussière pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il a fallu ouvrir délicatement la capsule, répertorier tous ces échantillons. En fait, on a beaucoup plus de matière que prévu, donc il a fallu Ouais, trouver tant une mieux. procédure, tant mieux. Donc la première étape, ça a été non destructif. Surtout, on ne touche pas aux échantillons, on fait que les regarder à distance, on D'accord. les abîme pas. Ok. La deuxième étape, là, c'est ce qu'on a commencé cet été. C'est une phase d'analyse préliminaire. Donc là, il y a des équipes dédiées. Alors, il y en a certaines qui sont spécialistes de la minéralogie, d'autres des composés organiques, d'autres des composés volatiles, d'autres. Voilà, chaque équipe est composée de chercheurs de plusieurs nationalités. On a une dizaine de labos français qui participent à ça. Et là, il va y avoir des analyses plus poussées de ces échantillons pour comprendre, essayer de trouver ces fameuses molécules, ces carbonates, sûr, ces bien fameuses sûr. molécules complexes avec des radicaux Bien OH, donc oxygène et hydrogène. D'accord. Et aussi, alors là, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on garde 40% de la matière qui est récupérée reste stockée pour les générations futures. Ah, d'accord. Vous C'est-à-dire faites qu'on- une bibliothèque. C'est ça. Comme ça leur permettra, s'ils ont des technologies plus pointues, Exactement. de pouvoir. C'est génial. Et Exactement. bravo, hein. Quel travail incroyable et quelle aventure. On parlera tout à l'heure. C'est la fête de la science. On évoque beaucoup l'émotion de la découverte. Tiens, j'aurais quelques questions à vous poser là-dessus. Et c'est pas fini l'aventure parce que maintenant on va partir aux confins de l'univers. On va essayer d'aller observer quelques exoplanètes et pour ça, eh bien, destination l'Institut d'astrophysique de Paris. Bonjour Alain Riazuelo. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous êtes, vous aussi, l'ambassadeur alors du CNRS pour cette édition anniversaire de la Fête de la Science. On a de la chance dans cette émission d'avoir 3 ambassadeurs avec nous. Alors ensemble, nous allons mettre le cap vers d'autres mondes, les exoplanètes. Alors, je sais qu'il y a plusieurs définitions des exoplanètes. Il y en a quasiment autant que le nombre de chercheurs. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit ? Donc intuitivement, c'est très simple. Une exoplanète, c'est quelque chose qui ressemble à ce que nous, on appelle une planète, sauf que ça tourne autour d'une autre étoile. Donc n'importe quoi d'autre que le Soleil. D'accord. Donc potentiellement, il y en a un nombre gigantesque, astronomique, si j'ose dire.
Alors, ça a été une question ouverte. Pendant des siècles, on se posait la question, on n'avait pas de réponse. La première exoplanète a été découverte en 95. Hein, donc quand vous n'étiez pas né, on ne savait pas s'il existait des exoplanètes. On a commencé à en découvrir il y a un quart de siècle. Et maintenant, étant donné ce que l'on sait des exoplanètes, on sait qu'il y en a au moins autant que d'étoiles. Donc, si vous voulez, en moyenne, au minimum, une exoplanète par étoile. Même si on ne sait pas si toutes les étoiles possèdent des exoplanètes, mais moyenné sur l'ensemble de notre galaxie, c'est au moins une par étoile. D'accord. Bon, alors pour l'instant, les scientifiques en ont recensé près de 5000 exoplanètes, mais ce n'est pas pour autant qu'elles abritent tous de la vie telle qu'on la connaît sur la Terre, car pour avoir de la vie, il faut de l'eau liquide. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler finalement quelles sont les conditions pour avoir de l'eau liquide sur une planète? Alors, dans l'espace, l'eau, c'est soit de la glace, soit de la vapeur d'eau. Si vous voulez de l'eau liquide, faut qu'il y ait une certaine pression, donc faut qu'il y ait une atmosphère. Ouais. Un objet sans atmosphère comme la Lune n'aura pas d'eau liquide. Donc ça, c'est la première contrainte. L'autre contrainte, c'est que il fasse la bonne température, ni trop froid, sinon on n'a que de la glace, ni trop chaud, sinon on n'a que de la vapeur d'eau. Et donc, il faut être à la bonne distance de l'étoile, dans ce que les exobiologistes appellent la zone habitable, qui est, en fonction des caractéristiques de la planète, la distance qu'il faut pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide. D'accord, je crois qu'on va voir une image justement de la zone habitable dans notre système solaire à nous. Donc là, on la voit. Elle se situe entre quelle planète et quelle planète dans notre système Alors solaire? en gros, ça va de Vénus à Mars. Alors, vous voyez que la définition, elle est assez large, parce que sur Vénus, il fait très chaud, sur Mars, il fait très froid. Mais si c'est le cas, c'est que en fait, Vénus retient très bien la chaleur. Elle a une atmosphère très épaisse avec beaucoup de dioxyde de carbone. Et donc, comme elle retient beaucoup mieux la chaleur que la Terre et qu'elle est plus près du Soleil, il y fait très chaud. Et Mars, c'est le contraire, on est plus loin du Soleil et on retient très peu la chaleur, donc il y fait très froid. Mais si vous imaginez échanger la position de Vénus et Mars, alors les conditions qui régneraient à la surface de ces deux planètes seraient beaucoup moins hostiles que c'est le cas actuellement. Donc la zone habitable est grande, puisque ça va beaucoup dépendre aussi des propriétés de l'atmosphère de la planète. D'accord. Alors, donc l'eau liquide, ce n'est pas le seul ingrédient pour avoir l'apparition de la vie. Là, on parle d'atmosphère. Quels sont les autres ingrédients encore nécessaires? Alors justement, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que la seule planète qu'on connaisse, c'est la Terre, et on ne sait pas à quel point toutes les caractéristiques de la Terre sont nécessaires pour que la vie existe. Donc, a priori, il faut une surface solide, il faut un substrat rocheux, comme l'a dit votre intervenant de l'Ifremer. C'est les interactions entre l'eau liquide et le fond rocheux des océans qui probablement permet le plus efficacement la synthèse de molécules très biotiques. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? On ne sait pas trop. On sait que il faut que la planète conserve son atmosphère pendant des milliards d'années. Ouais. Ce n'est pas le cas de Mars, mais c'est le cas de la Terre. Donc il faut que cette atmosphère ne s'évapore pas ou qu'elle se renouvelle. Pour ça, il faut probablement que la planète ait un champ magnétique. Et pour qu'elle ait un champ magnétique, il faut qu'elle soit suffisamment grosse pour garder sa chaleur interne suffisamment longtemps. D'accord. Est-ce qu'il peut exister des champs magnétiques sur des planètes plus petites? A priori, non, mais peut-être qu'on aura des surprises. Bon, alors en tout cas, on va essayer de voir maintenant comment on peut essayer de détecter les exoplanètes. Et la méthode la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la méthode du transit. En quoi ça consiste? Alors la méthode du transit, c'est très simple. D'abord, l'imagerie, ça ne marche pas. Si vous essayez de photographier une exoplanète à côté d'une étoile, ça ne va pas marcher. D'abord parce que depuis la Terre, une exoplanète est toujours très proche de son étoile, et surtout, elle est beaucoup moins brillante. Donc imaginez que vous essayez de voir un mégot de cigarette allumé à cause d'un projecteur de stade de foot, vous n'allez jamais voir le mégot en question. Donc l'imagerie directe ne marche pas, et donc la méthode du transit, c'est très simple. Vous allez espérer que vous voyez votre planète et le système planétaire par la tranche, et vous allez attendre que la planète ici, passe devant l'étoile, et quand elle passe devant l'étoile, évidemment vous n'allez pas voir ça parce que vous n'avez pas la possibilité d'imager avec une telle qualité d'image, mais vous allez voir une petite baisse de la luminosité
de l'étoile parce qu'il y a un truc qui cache un peu l'étoile. D'accord. Et ça, c'est Voilà. suffisant Voilà. pour réussir à détecter donc le passage d'une Alors, exoplanète. c'est suffisant quand la baisse de luminosité est suffisamment importante. D'accord. Et donc, ça va surtout marcher pour les grosses planètes ou pour les petites étoiles. Donc, si on essaie de faire des comparaisons, imaginez que le Soleil, ce soit un ballon de foot, voilà, Ouais. environ 20 cm. Ben, voir Jupiter devant le Soleil, c'est voir la petite bille que vous voyez là. D'accord ? D'accord. Donc, Jupiter est en taille 10 fois plus petite que le Soleil. Donc, le disque de Jupiter est 100 fois plus petit que le disque du Soleil. Donc, Ok, détecter le passage de Jupiter devant le Soleil, c'est détecter des baisses de luminosité de l'étoile de 1%. Oui, c'est vraiment Pendant le très faible. moment où elle passe devant la planète, ce qui dure pas longtemps. Oui, c'est ça. Il faut être là au Évidemment, bon si vous moment. voulez faire avec elle. Et puis, Alors, il faut regarder au bon moment, c'est-à-dire qu'il faut regarder en continu pendant autant d'années qu'il faut beaucoup d'étoiles pour espérer qu'il y en ait suffisamment pour lesquelles vous voyez le système planétaire vraiment par la tranche. Évidemment, vous ne savez pas a priori quelles vont être les bonnes étoiles, donc il faut en regarder beaucoup. Et il faut les regarder pendant longtemps, puisque si vous faites le calcul pour la Terre, bah, la Terre, elle va passer une seule fois par an devant le Soleil. Imaginez qu'on soit un extraterrestre, qu'on essaie de voir la Terre depuis notre étoile. Donc, le passage de la Terre devant le Soleil, c'est une fois par an. Ouais. Et la durée du passage de la Terre devant le Soleil, c'est quelques heures. D'accord, donc Donc faut il être ne là faut au pas rendez-vous. rater le rendez-vous. Et donc pour cette raison-là, il faut observer en continu pendant longtemps et voir non seulement un passage, mais en voir plusieurs pour vérifier que cette baisse de luminosité, elle se produit de façon très régulière, de façon périodique, et que c'est bien le passage d'une planète qu'on voit devant une étoile. D'accord. Donc on n'est pas encore là de découvrir une jumelle de la Terre. Quand est-ce que vous pensez qu'on sera capable de le faire? Alors c'est une bonne question. Donc on sait détecter des grosses planètes autour d'une étoile de type solaire et on sait détecter des planètes de taille terrestre autour de petites étoiles. D'accord. Les plus petites étoiles font 1/5, peut-être un peu moins de la taille du Soleil. Donc ça on sait faire. Détecter la Terre autour du Soleil, ça voudrait dire détecter des baisses de luminosité de 0,01% de l'étoile qu'on observe, et ce pendant une durée très petite, donc c'est compliqué. Ça nécessite d'aller dans l'espace parce que depuis le sol, avec les turbulences de l'atmosphère terrestre, ça ne va pas marcher. Ouais. Donc ça va dépendre en grande partie de l'argent qu'on va accepter de dépenser pour ce défi-là. D'accord. Il n'y a pas d'impossibilité technologique, mais il y a quand même un coût en termes de mission spatiale qui n'est pas du tout négligeable. D'accord. Bon alors, à défaut de découvrir de la vie sur d'autres planètes, aller découvrir des exoplanètes, ça nous apprend quand même des choses sur la formation des planètes de manière plus générale. Et ça, qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur les autres mondes qui nous entourent? Alors pendant longtemps, donc jusqu'à 95, en fait, le seul système planétaire connu, c'était le système solaire. Et donc les gens essayaient d'imaginer un scénario qui donnerait naissance au système solaire. Et la grande leçon de la recherche des exoplanètes, c'est qu'en fait, il existe une énorme diversité dans les systèmes exoplanétaires, et donc beaucoup de destins possibles dans le phénomène de formation et d'évolution des planètes. Et par exemple, une catégorie de planètes qu'on trouve beaucoup, c'est ce qu'on appelle les Jupiters chauds, c'est-à-dire des planètes massives, comme Jupiter, mais qui sont extrêmement proches de leur étoile. Et ça, on sait qu'il n'est pas possible à une planète de type Jupiter de se former proche de son étoile. Donc ça nous assure que des planètes peuvent migrer de façon importante depuis leur lieu de formation, loin de leur étoile comme Jupiter, jusqu'à très proche de leur étoile. Ce qui veut dire qu'il y a quantité d'évolutions possibles pour les systèmes planétaires, et difficile de savoir à quel point il est facile d'avoir un système proche du système solaire, et à quel point le fait de ressembler au système solaire est un ingrédient important ou pas. Très bien. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et que l'on apprend à mesure que l'on étoffe notre population d'exoplanètes. D'accord. Bon,
On a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup Alain Riazuelo pour cette balade dans l'univers et je vous propose qu'on retrouve Fred avec son invité et ses invités. Merci beaucoup. Nous aussi, on aimerait bien continuer. D'ailleurs, un peu sur... Vous aviez envie de commenter un petit peu, de prolonger? C'est passionnant, hein? Ah, c'était passionnant. Moi, j'aurais bien voulu faire un peu de promo pour les collègues. J'encourage tout le monde à aller regarder ce que la mission Gaïa, c'est une mission de l'Europe. Oui. Auquel le CNES participe. La mission Gaïa. Gaïa, c'est un télescope spatial fantastique qui met à disposition des chercheurs, je pense que tu vas pouvoir en parler aussi, des catalogues mis à jour avec une quantité impressionnante de nouvelles exoplanètes, de nouveaux objets célestes découverts, y compris les petits corps bien sûr, mais pas que. C'est vraiment une mission fantastique. C'est réservé aux chercheurs ou on a le droit d'y aller, nous aussi? C'est pour tout le monde? C'est un magnifique catalogue, si vous sentez d'aller regarder. Oui, enfin, je sais pas trop ce que ça pourrait me servir, mais... Oui, surtout que la quantité de la catalogue est absolument monstrueux en C'est taille. sérieux, Donc c'est il ça. faudrait des terras et des pétas de données de disques durs pour pouvoir C'est stocker vrai. ce Ah catalogue ouais. dans C'est son vrai, entièreté. c'est bien. C'est quelque chose C'est un bel outil de d'absolument travail. fantastique. C'est génial aujourd'hui de pouvoir partager toutes ces données quand même, comme ça. Oui, Tout oui, ça. absolument. C'est la politique à l'heure actuelle d'être plutôt ouvert sur la science et de partager ces données. Donc ça, c'est des grands progrès par rapport à une certaine époque. Et évidemment, c'était très bien de mentionner Gaïa parce qu'en fait, on se rend compte avec ce qu'on vient d'être dit que pour comprendre les exoplanètes, il faut comprendre les étoiles en fait, parce que on mesure des luminosités qui baissent. Et il faut bien comprendre quelle était la luminosité de l'étoile et sa variabilité, son spectre, Ouais. pour ensuite voir justement quand la planète passe devant. Est-ce que c'est vraiment une planète? Est-ce que c'est un phénomène de l'étoile, etc. Donc les deux vont de pair et donc la science avance vraiment fortement en essayant de mieux comprendre les étoiles, ce qui nous permet de mieux comprendre les planètes. Bah oui, bien sûr, tout va ensemble en fait. Bah justement, on va essayer de mieux les comprendre, les étoiles et en particulier leur magnétisme. Donc les étoiles, le Soleil également, et on va essayer de voir les impacts également que le magnétisme peut avoir sur une planète et voir les conséquences que ça peut avoir ou non sur la vie. D'abord, j'aimerais bien quand même un petit rappel. C'est quoi le magnétisme? Comment on peut le définir? Le magnétisme, donc tout le monde connaît ça avec un aimant. Vous avez un aimant et c'est magnétisé. Vous avez deux aimants qui s'attirent. Donc on a un champ magnétique qui est auto-entretenu par les aimants et qui permettent aux deux aimants de s'attirer l'un l'autre. Ouais. Donc c'est un champ fondamental de l'univers. Et il s'avère que les étoiles, comme le Soleil, génèrent leur propre champ magnétique. C'est des auto-aimants, si vous voulez. Alors là, c'est pas un barreau de fer qui est à l'intérieur de notre étoile, évidemment. Ouais. C'est juste que notre étoile est composée de ce qu'on appelle un plasma. C'est de la matière dans un état liquide, mais conducteur, et donc par les mouvements qui régissent l'intérieur de l'étoile, vous pouvez auto-entretenir un champ magnétique. C'est ce qui se passe aussi au cœur de la Terre d'ailleurs, avec notre cœur de fer liquide qui est conducteur et qui permet d'avoir une métosphère. Une dynamo? C'est tout à fait. On appelle ça un effet dynamo dans le jargon, mais c'est pas tout à fait le même effet effectivement qu'un effet dynamo de la bicyclette. D'accord. Donc vous nous avez expliqué aussi en fait comment on génère. C'était ma deuxième question, donc c'est parfait. Parfait. C'est ça, exactement. Vous êtes parfaitement clair. Et ce magnétisme, alors sur le Soleil, pour en revenir au Soleil, il est à l'origine de températures absolument incroyables, mais on peut appeler ça l'atmosphère du Soleil. Et il fait plus chaud dans l'atmosphère du Soleil qu'à la surface du Soleil. Enfin, encore que la surface du Soleil, je ne sais pas si elle est très bien définie. Exactement. Alors, elle est relativement bien définie, la surface du Soleil, parce que c'est la région à partir de laquelle vraiment les photons s'échappent de la matière qui constitue le Soleil. Donc, on a une surface qui est bien définie qu'on appelle la photosphère. Ouais. Cette photosphère, elle est environ à un peu moins de 6000 degrés à la surface. Et il s'avère qu'en fait, effectivement, on ne connaît pas bien exactement le mécanisme, mais on sait que sa source vient du magnétisme de notre étoile. Oui. L'atmosphère du Soleil est très très chaude, beaucoup plus chaude. Elle dépasse le million de degrés dans l'atmosphère, vraiment dans la basse atmosphère. Et ça, c'est à l'origine d'un grand écoulement qui part du Soleil, qui va jusqu'aux confins de l'héliosphère, structuré par le champ magnétique du Soleil, et donc qui va régir vraiment notre cocon magnétique de tout le système solaire, le cocon magnétique des autres systèmes stellaires, et qui va avoir une influence très très forte sur l'évolution de ces systèmes. D'accord. Alors en plus, ce magnétisme, il est variable, il change. Alors exactement, en fait, le champ magnétique du Soleil, il n'est pas constant dans le temps. Et ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure. Mais en fait, le champ magnétique fluctue. On a beaucoup d'événements éruptifs qui ont lieu à la surface du Soleil et qui donc du coup sont vraiment des phénomènes transitoires. Mais également, on a un cycle magnétique à la surface du Soleil qu'on appelle le cycle de 11 ans. Tous les 11 ans, le Soleil est très très actif, puis peu actif, puis très actif, puis peu actif, puis moins actif, pardon. Et inverse sa polarité également. C'est-à-dire que si vous aviez une boussole à la surface du Soleil, et tous les 11 ans, votre boussole indiquerait le pôle nord, le pôle sud, le pôle nord, le pôle sud, parce que vous changez
complètement le champ magnétique. Tous les 11 ans. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Vous aimez bien, vous, quand on ne sait pas pourquoi, hein, en fait. Hein, ça vous pose Alors, on des a questions, plusieurs, comme ça c'est ce qui ça me plaît. titille votre curiosité. Et ça vous... Mais on ne sait pas. Effectivement, on a plusieurs idées évidemment sur l'origine de ces 11 ans, mais quand on regarde un peu, disons, de loin notre Soleil, il tourne sur lui-même en environ un peu moins d'un mois, 28 jours. On voit des mouvements turbulents, convectifs, des petites bulles qui éclatent à sa surface, C'est ce qu'on appelle les taches. ce qu'on appelle la Ah oui, granulation. oui. La granulation, donc c'est Oui. des petites structures convectives comme une casserole d'eau qui bout, qui font à peu près la taille de la France et qui sont renouvelées toutes les 5 minutes, donc sur toute la surface du Soleil. Quand on descend en profondeur, ces cellules deviennent de plus en plus grandes. Elles ont des durées de vie d'environ le mois, mais 11 ans, on n'a vraiment rien qui soit commensurable à 11 ans dans l'intérieur du Soleil, dans vraiment les temps caractéristiques qu'on peut définir. On pense que c'est lié à des phénomènes assez complexes de rétroaction dans l'intérieur du Soleil, mais c'est un sujet qui est encore complètement ouvert dans la recherche. Tout à Alors, fait. c'est ce magnétisme qui crée ce qu'on appelle les taches solaires. Exactement. Alors, ce qu'on appelle les taches solaires, c'est si vous regardez votre Soleil demain, parce que là, il fait nuit, C'est à éviter, hein, quand à même, pour éviter les avec enfants, un hein. filtre, avec des lunettes pour voir les éclipses. Vous pouvez regarder le Soleil. Bon, vous le regardez, bon, bah, c'est un disque lumineux. On Il n'y en a pas voit, grand-chose. là, elles sont belles. Alors voilà, en fait, si vous, à partir du moment où Galilée a commencé à pointer une lunette sur le Soleil, et évidemment avec des filtres également, il s'est rendu compte qu'il y avait des taches à la surface du Soleil, des taches noires qui apparaissaient à la surface du Soleil. Et ces taches noires, en fait, ce sont des structures magnétiques qui percent la photosphère et D'accord. qui inhibent la convection. Là, en fait, on voit un endroit qui est un peu plus froid, c'est pour ça que ça apparaît sombre. Et D'accord. ces taches, en fait, c'est comme ça qu'on a découvert le cycle magnétique de 11 ans dont je parlais tout à l'heure. Ces taches, en fait, disparaissent, apparaissent, disparaissent avec une cyclicité de 11 ans. Tous les 11 ans, on a énormément de taches, comme une poussée d'acné de notre Soleil, si vous voulez. D'accord. Et ensuite, tous les 11 ans, on rediminue jusqu'à ne plus avoir du tout de taches à la surface du Soleil. D'accord. Et sur cette tache, les pôles changent aussi. Exactement, Si en je me fait, une promène tache- sur la tout à fait. surface du Soleil, comme Tout ça. à fait, en fait, une tâche. j'ai une boussole, en ça fait, change. donc, on a le Soleil, grosso modo, c'est un grand dipôle, comme la magnétosphère de la Terre. Donc, si vous aviez une boussole en étant un peu loin du Soleil, vous auriez toujours soit le pôle Nord, soit le pôle Sud. Mais à la surface, on a plein de petites structures magnétiques qui viendraient complètement perturber votre boussole. Et si vous baladiez à cette surface, donc la boussole serait complètement folle, et à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Mais les tâches, en fait, ne viennent jamais toutes seules, parce que, comme je disais, c'est des structures magnétiques qui percent la photosphère. Ouais. Et donc, si vous imaginez un tube qui perce la photosphère, ça vous fait une arche magnétique. Ah, Et donc, vous avez une tâche à un des pieds D'accord. et une deuxième Ah bah, on tâche voit, là. à l'autre pied. Exactement. Là, on voit, en fait, c'est en fait l'arche magnétique. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, vous avez toujours ces complexes de tâches qui peuvent être beaucoup plus compliqués. Là, on voit qu'il y a quand même un peu plus compliqué que juste 2 points d'ancrage. Oui. Mais dans chacun des points principaux, vous allez avoir ces taches sombres solaires qui apparaissent en lumière visible. D'accord. C'est en plus absolument magnifique. Ça, ce sont des images qui nous viennent de la NASA. Il faut dire, parfois, quand même, elles sont un petit peu appuyées pour essayer de mieux voir les images. Hein, quand Oui, même, oui, hein. c'est possible sur ce film que vous venez de montrer. D'accord. Alors, des magnifiques éruptions aussi. Là, on a vu des arches, mais il y a des Voilà, en éruptions, fait, on va en voir. C'est ça, exactement. En fait, ces structures magnétiques, c'est vraiment elles qui sont à la source de tous les types d'éruptivité solaire. On a des accélérations de particules, on a de la matière qui peut être arrachée Regardez, à elle est l'atmosphère du magnifique, solaire, celle-ci. comme on voit justement à l'instant dans la vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des éjections de masse coronale qui vont ensuite se propager dans toute l'héliosphère, venir impacter toutes les planètes du système solaire et évidemment notre magnétosphère terrestre. J'ai vu, ou c'est peut-être dans vos lectures à vous, que ça pouvait, ces particules pouvaient nous arriver en l'espace de quoi, 10 minutes? C'est ça, en fait, les particules qui sont vraiment accélérées à de fortes... Donc la lumière Terre-Soleil, c'est environ 8 minutes qu'elle met à parvenir. Les particules qui sont accélérées lors de ces phénomènes éruptifs ne vont pas jusqu'à des vitesses de la lumière, mais pas loin, donc elles vont mettre ça de l'ordre de 10-12 minutes. Après, le nuage qu'on vient de voir, qui vient de s'étendre dans l'atmosphère, lui, il peut mettre 1 à 2 jours à nous parvenir. D'accord. Quel impact, justement, ça peut avoir? Alors ça a des impacts très forts en fait sur notre société technologique, parce que ça va faire des perturbations sur nos satellites. Je confirme. Voilà. C'est un vrai Ah. casse-tête pour nous. D'accord, c'est vrai? Non, non, vraiment, ça impacte sérieusement nos satellites en orbite. C'est-à-dire, ça fait quoi partie concrètement? Alors, ça peut provoquer des pannes, clairement. Ok. En fait, les particules chargées vont jusqu'à changer des bits dans les mémoires de nos satellites et nous verrouiller nos données, potentiellement Vous avez fait créer des pannes. le lien de causalité, c'est ça? Parce que vous Oui, regardez, vous dites... les ouais. périodes de forte activité solaire, pour nous, sont assez compliquées. Ouais. Tout à fait, on le voit D'accord. aussi sur tous nos instruments qui mesurent le soleil dans différentes longueurs d'onde. Quand il y a un phénomène éruptif, une grosse tempête solaire qui arrive, les détecteurs sont complètement saturés et c'est absolument sans aucun doute lié à ces particules, donc qui sont accélérées dans la basse atmosphère du soleil Ouais. et qui ensuite se propagent le long de lignes de champ magnétique qui structurent encore une fois toute notre héliosphère D'accord. pour venir frapper notre Terre. Donc ça peut être dangereux pour
pour nos astronautes aussi sur l'ISS. Donc on a Ouais. des bulletins d'alerte réguliers qui sont émis par rapport à l'activité du Soleil, mais ça a aussi des effets beaucoup plus sympathiques parce que ces éjections de masse coronale, elles sont à l'origine des aurores boréales sur Terre parce qu'elles viennent perturber notre magnétosphère qui, en réaction, génère des aurores boréales C'est vrai que dans ça, les pôles. c'est le point positif quand on a la chance de pouvoir en voir, évidemment au pôle Nord ou au pôle Sud. Alors, on a vu les satellites perturbés, mais également, est-ce que ça peut atteindre directement les infrastructures au sol sur Alors Terre? effectivement, c'est arrivé dans le passé. Alors on apprend de plus en plus à se protéger parce qu'en fait, quand vous avez ce genre de grosses perturbations électromagnétiques, ça peut engendrer des courants dans les sols. Selon les sols, d'ailleurs, à la surface de la Terre, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a des sols qui sont plus conducteurs que d'autres et donc qui sont plus sensibles à ce genre de perturbations. Et c'est arrivé dans le passé, notamment au Québec, que tout le réseau électrique grille à cause de transformateurs qui n'ont pas pu supporter ces courants induits. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un risque qui est pris, qui n'est pas pris à la légère, bien sûr, dans tous les constructeurs de réseaux électriques à grande échelle. Ah, d'accord, j'imagine. Donc, il faut faire de la météo solaire. Ah oui, exactement. C'est utile. C'est absolument utile. C'est Et d'ailleurs, indispensable. c'est-à-dire c'est indispensable. Et d'ailleurs, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts mondiaux qui ont été mis en place pour faire cette prévision de la météorologie de l'espace, notamment l'aviation civile, parce que c'est un vrai danger également pour le personnel de bord et pour les passagers à sûr. bord des vols. Et donc l'aviation civile a commencé à mettre une taxe sur ces billets. Une petite partie du billet d'avion que vous payez va dans les centres de recherche de prévision. On a trois grands centres de prévision mondiaux de météorologie de l'espace qui ont été construits ces dernières années. La France est partie intégrante d'un de ces centres d'ailleurs. Un petit mot sur, parce que le temps passe, sur Solar Orbiter. Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir un petit peu plus Tout à fait. Là, d'informations? maintenant, si on vient, donc là, c'était des aspects très opérationnels, mais évidemment, nous, on cherche aussi à comprendre le magnétisme du Soleil et Bah des oui. étoiles en général, parce que, comme je Oui. le disais, ça a un impact direct sur les conditions d'habitabilité dans une planète, parce qu'on veut comprendre comment cette activité évolue au cours de la vie d'une étoile. Alors, Solar Orbiter, c'est une mission absolument fantastique qu'on a envoyée avec l'ESA pour aller étudier le Soleil. Et un des objectifs principaux, c'est de comprendre l'origine de ce magnétisme, cette fameuse énigme, pourquoi 11 ans, pourquoi est-ce qu'on a un champ magnétique aujourd'hui qui fait quelques Gauss à la surface du Soleil, pourquoi pas 10 fois plus, 10 fois moins. On a des étoiles qui ont des champs magnétiques d'une grande variété quand on les observe à distance. Alors Solar Orbiter, c'est une mission extrêmement ambitieuse et très très excitante qui a été lancée donc, il y a 2 ans, en 2019. Et son originalité, c'est qu'elle va sortir du plan de l'écliptique des planètes. Donc toutes les planètes du système solaire, grosso modo, sont dans un même plan orbital. Sauf que nous, on aimerait bien pouvoir voir ce qui se passe au pôle du Soleil. Alors Donc, quand vous ok. êtes dans le plan orbital, vous le voyez de côté, vous ne le voyez pas très bien. Bien sûr. Donc le but du jeu avec Solar Orbiter, c'est d'incliner l'orbite pour le faire sortir du plan d'orbite des planètes, pour pouvoir aller imager directement les pôles, là où on a une grosse incertitude sur ce qui se passe sur le champ magnétique. Et justement. ces premières infos, vous les aurez quand? Alors, c'est très lent de sortir du plan de l'écliptique, c'est très difficile. On a vu Ah oui. tout à l'heure avec Ryogu, c'était Ouais. déjà pas facile de s'extraire de Ouais. l'orbite terrestre et d'aller à la rencontre de cet astéroïde. Voilà, c'est encore plus difficile. Donc, on a de multiples ce qu'on appelle des assistantes gravitationnelles. Alors, en fait, c'est comme un phénomène de lance-pierre, si vous voulez. On va se rapprocher de la Terre, puis de Vénus plusieurs fois pour incliner petit à petit l'orbite de Solar Orbiter. Donc aujourd'hui, il est encore grosso modo dans le plan D'accord. d'orbite des planètes, mais d'ici 3 à 4 ans, on va commencer à pouvoir imager les pôles. Vous faites des beaux métiers. Hein. C'est de la chance. Alors, vous savez, c'est l'émotion de la découverte, hein, la fête de la science aussi. On pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, mais tout de suite, on va retrouver Élodie, justement, pour notre séquence émotion. Tout à fait, Fred. Et aujourd'hui, j'ai pas une histoire pour vous, j'en ai 2. Et vous allez voir, ce sont 2 découvertes surprenantes qui sont un petit peu comme des poupées russes. En 2019, des astronomes analysent une zone du ciel à l'aide de données qu'ils ont récoltées grâce au radiotélescope ALMA, qui y est installé au Chili, lorsqu'une étonnante lumière attise leur curiosité. Et là, surprise, ils se rendent compte que cette lueur vient d'une gigantesque galaxie datant de 12,5 milliards d'années, soit les débuts de l'univers. Ils venaient tout juste de découvrir une immense galaxie par hasard. Alors, je vous ai parlé de poupées russes tout simplement parce que cette découverte a été faite par Radio Astronomie, qui elle-même a été aussi découverte par hasard par Karl Jansky en 1933. Il était ingénieur dans le laboratoire de recherche et de développement de la compagnie de téléphonie américaine Bell, et puis un jour, il observe des signaux radio
peu comme un bruit de fond qui reviennent toutes les 23h56, soit un jour sidéral, donc le temps que la Terre met pour tourner autour du Soleil. Il comprend que cette périodicité implique que la source des signaux, c'est probablement des étoiles. Le premier radiotélescope a été développé ensuite en 1936 par l'astronome amateur Groth Reber, et cette branche de l'astronomie s'est ensuite développée après la Seconde Guerre mondiale. J'espère que la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, vous penserez à ces découvertes insolites. Bien évidemment, on n'y manquera pas. Merci beaucoup, Élodie. Vous avez eu, vous, vos petits moments eureka, des moments d'émotion, vous devez en avoir très souvent, non, Aurélie? Oui, c'est vrai que des moments d'émotion, en général, pour ma part, c'est la première fois qu'on voit l'objet sur lequel on va se poser. Par C'est- exemple, tout à l'heure, quand vous nous disiez, voilà, la première Voilà. image de Ryugu, quand la voilà. sonde arrive juste Ça au-dessus. fait des années qu'on l'attend, on sait que le satellite est parti et on se fait des films, on imagine tout et n'importe quoi. Et en général, c'est systématiquement quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et c'est là qu'on s'éclate. C'est quand c'est quelque chose d'inattendu, dans une bizarrerie, voilà, ce genre de choses. Ok. Après, pour rebondir sur le fait de la science, parfois c'est aussi un coup de chance. Hein, Je me souviens de Philae, typiquement, qui a eu un atterrissage épique pour ceux qui ont suivi. Hein. ouais. C'est pas du tout ancré comme il aurait dû s'ancrer. Il a rebondi alors que c'était pas prévu. Mais grâce à ça, grâce à ces rebonds violents, on a réussi à capter de la matière dans les compartiments qui étaient censés prélever des échantillons et les analyser. Et c'est grâce à ça qu'on a eu des analyses de composants qui n'étaient pas, en fait, qui, vu comme Philae était posé après, n'auraient pas été possibles dans la configuration classique, en fait. Donc là, un petit coup du hasard aussi qui a permis d'apporter des informations en plus. Voilà. C'est bien ça. Et aussi, quand vous attendez, vous me disiez tout à l'heure, il y a à peu près 20 minutes entre l'action qui va se passer sur Ryugu et vous êtes en salle de commande à ce moment-là, j'imagine. Alors vous vous dites, ça y est, est-ce que ça a marché? Pas marché, je vais le savoir dans 20 minutes. Et vous avez les images qui vous arrivent? Oui, là, c'est un peu le stress, parce qu'en général, on sait, on connaît l'instant T où se déroule l'action, mais on n'a pas le retour de la télémesure, on n'a pas du tout de retour du satellite. Ouais. Et donc là, il y a le premier moment où on reçoit la télémesure du satellite. Alors là, ça fait pas rêver les gens, hein, c'est pas très sexy. En général, on a une pauvre courbe avec un point aberrant et on est tous contents à applaudir devant nos écrans. Ouais. Et l'image arrive bien après, parce que l'image, ça prend de la place dans la mémoire. Donc en général, ça arrive pas de suite. Et là, c'est encore un autre moment. Là, en général, on sabre le champagne à ce moment-là. Ah, bah, ouais, j'imagine. Antoine? Oui, alors moi je peux très bien rebondir sur ce que vient de dire Aurélie, parce qu'en fait, moi je fais un travail très théorique, et en fait j'ai eu beaucoup d'émotions dans mon métier de tous les jours, où en fait c'était juste une courbe avec un pauvre pixel qui dépasse, et c'était le pixel que j'attendais. Et en fait, ça confirme une théorie ou infirme une théorie que je pensais fausse ou juste, et en fait c'est parfois une petite chose sur un écran d'ordinateur qui va susciter cette émotion. Mais pour rebondir sur le côté spatial, je pense qu'effectivement on a quand même plein de types d'émotions très forts dans notre recherche. On a énormément de chance pour ça, parce qu'il faut se rendre compte qu'une mission spatiale, comme voilà les rencontres avec les astéroïdes, le Solar Orbiter dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des travaux de centaines et centaines de personnes pendant 20-25 ans. Donc long terme, former des nouvelles personnes, parce qu'il y a des gens qui ont commencé la mission, qui ont commencé le design des instruments, à concevoir le concept, qui ne le verront jamais, qui ont arrêté leur carrière, qui sont arrêtés en cours de route. Et quand ce petit objet qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas gros, quelques mètres, ce petit concentré de technologie part, on sent toutes ces personnes et ces années de travail, de labeur qui se concrétisent, et ça c'est extraordinaire. Parce que ça c'est le moment Eureka, mais il y a des années de boulot avant. Exactement. Et il y en a plein après d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans cette aventure. On va avancer un petit peu dans l'émission et maintenant direction Toulouse, à l'Institut de médecine et de physiologie spatiale pour retrouver notre nouvel invité. Exactement. Bonjour Bernard Comet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin au MEDES. Le MEDES, c'est l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Alors, c'est une filiale du CNES et du CHU de Toulouse. Et vous êtes aussi anciennement le médecin des astronautes de l'ISS, la Station spatiale internationale. Alors, on va s'intéresser aux effets d'un séjour dans l'espace sur le corps humain. Et le premier danger que je voudrais mettre en lumière, c'est celui des rayonnements cosmiques. De quoi s'agit-il et d'où ils viennent ? Ça a été expliqué là par plusieurs
de vos intervenants là, précédemment. Quand vous sortez de l'atmosphère terrestre, en particulier quand vous êtes à bord de la station internationale, vous recevez nettement plus de radiation que si vous étiez resté à l'abri de l'atmosphère et à l'abri de la magnétosphère de la Terre. On reçoit, on dit grosso modo, un débit de dose qui est 100 fois supérieur à celui qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés sur Terre. 100 fois, c'est énorme. Quelles conséquences ça peut avoir sur la santé des astronautes? Alors, on surveille ça de très près, hein, bien sûr. Donc, comme vous le savez, lorsque vous recevez des radiations ionisantes, les doses se cumulent. Et en particulier, ce que l'on redoute, puisqu'on est dans le domaine des radiations ionisantes à très bas débit, hein, c'est pas comme des irradiations volontaires telles qu'on peut le faire en cancéro au sol. On regarde surtout ce qu'on appelle les cancers radio-induits. En Ouais. particulier, on sait que l'organisme humain peut avoir des lymphomes, des cancers du sein, etc., qui sont dus à des lésions chromosomiques, hein, qui sont mal réparées ou pas réparées, et qui, à la longue, peuvent entraîner des risques de cancer. Donc, c'est véritablement ce qu'on surveille de très près durant toute leur vie, hein, puisque Ouais. les astronautes sont suivis médicalement jusqu'à leur décès, et on regarde s'il n'y a pas de cancer radio-induit par l'exposition aux radiations. D'accord, très bien. Alors, c'est pas le seul point. Il y a aussi la micro-pesanteur. Alors, la micro-pesanteur, c'est le fait d'être soumis à une très faible pesanteur. Ça aussi, ça a des effets néfastes sur le corps humain? Alors, ça crée des perturbations. C'est une situation très différente de la situation de gravité terrestre. Et en particulier, vous avez par exemple le système osseux, le système musculaire, le système cardiovasculaire, la capacité à l'effort, etc., qui sont modifiés. On a découvert récemment un petit problème oculaire, hein, qui est largement étudié à l'heure actuelle à bord de la station internationale. Mais je dirais que quand vous parlez des radiations, les radiations, ce seront des effets cumulés et irréversibles, alors que tous les autres problèmes, généralement, jusqu'à présent, ont montré une réversibilité, que ce soit le muscle, l'os, les troubles cardiovasculaires. Ouais. Et puis surtout, durant les vols, on fait des mesures de prévention. Et par exemple, Ouais. on demande aux astronautes de faire 2 heures d'exercice par jour Ouais. pour justement contrer ces effets néfastes de la microgravité Alors, sur le corps humain. je vais y revenir justement plus en détail. Je voudrais préciser une petite chose pour la perte osseuse et la perte musculaire. Ça représente combien à peu près? Comment on peut mesurer Ah, ça? Alors, on mesure ça par une ostéodensitométrie osseuse, hein, ce qu'on utilise pour évaluer l'ostéoporose chez les personnes sur Terre, hein. Ouais. Et si on faisait rien, au bout de 6 mois, il reviendrait avec une déminéralisation de l'ordre de 10 à 14%. On a réussi à bien diminuer ce chiffre, puisque maintenant on parle que d'une déminéralisation de quelques pourcents au niveau des membres inférieurs et de la colonne lombaire, hein. On ne perd quasiment pas de densitométrie osseuse au niveau des bras et du crâne, où il y a même une petite surminéralisation. Et en D'accord. utilisant des médicaments contre l'ostéoporose, on a même réussi à faire revenir des astronautes qui sont revenus avec une charpente osseuse mieux minéralisée qu'avant leur vol. D'accord, finalement ça fait presque du bien d'aller dans l'espace, si je comprends bien. Alors, Non, 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 il faut quand même faire très attention, mais il y a eu de gros progrès qui ont été faits sur ce thème de la déminéralisation osseuse et on a vu tous les bienfaits des exercices à impact sur le renouvellement de la charpente osseuse. Vous savez que l'os est un tissu vivant, hein, qui se détruit, qui se reconstruit en permanence et on sait que
soumettre la charpente osseuse à des contraintes fortes et même des micro-impacts, c'est très bon et ça accélère la reconstruction osseuse. D'accord. Alors là, on voit par exemple, on voyait en image Thomas Pesquet en train de faire du sport. Donc vous le disiez, ça c'est une solution pour contrer les effets de la micro-pesanteur et donc de la perte Oui, musculaire? oui, c'est un effet très bénéfique sur le muscle, sur l'os et même sur le système cardiovasculaire. Hmm. La grande nouveauté à bord de la station internationale, c'est que maintenant ils peuvent faire des efforts de musculation où ils peuvent appliquer des efforts qui représentent plusieurs fois leur poids, hein. On peut monter jusqu'à 200, 230 kilos en effort. C'est ajustable. C'est l'appareil qui s'appelle le HARED, hein, qui a été monté à bord de la station internationale en 2007. D'accord. Et alors pour contrer l'effet des rayonnements cosmiques, là, quelle solution on peut apporter? On a fait de nombreux projets de recherche, hein, que ce soit en Europe et côté américain, NASA. On a cru pendant longtemps qu'on allait pouvoir faire un champ magnétique autour des véhicules spatiaux. Mais après des études théoriques pendant plusieurs décennies, je dirais, ça a commencé au début des années 80. En 2006, il y a eu une grande réunion, hein, au niveau international et on a vu que en mettant des systèmes extrêmement compliqués qui exigent des sources d'énergie de plusieurs mégawatts, donc vous voyez Ouais, c'est équivalent à des centrales nucléaires, et impossible à installer dans l'espace. des systèmes qui pèsent près de 100 tonnes, on réussissait in fine à baisser que de 30 à 35% le niveau de radiation reçu par l'organisme humain. Donc il y a eu une conclusion assez générale qui a été partagée par tous les intervenants, c'est qu'il vaut mieux interposer de la matière le plus possible de manière intelligente pour éviter que les cosmonautes soient trop irradiés. D'accord. Et dans la conception des véhicules qui iront vers Mars, hein, le problème de l'irradiation sur la Lune est bien moindre, hein, que pour une mission longue martienne. Sera certainement une optimisation des structures primaires et secondaires du véhicule habité. D'accord. Alors, pour étudier donc les effets d'un séjour dans l'espace, mais cette fois-ci pour l'étudier sur Terre, au MEDES, vous utilisez des équipements assez étonnants qu'on appelle l'alitement et l'immersion sèche. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors, c'est pour simuler justement les déséquilibres créés par la microgravité sur le corps humain. L'alitement est un bon moyen de simuler la perte osseuse, la perte musculaire et le déconditionnement cardiovasculaire, c'est-à-dire la perte de la capacité à l'effort. L'immersion sèche simule très bien les perturbations cardiovasculaires et liquidiennes qui se produisent sur le corps humain lors de l'exposition à la microgravité. Et à l'heure actuelle, on est en train de faire une manip d'immersion sèche sur une vingtaine de volontaires et on regarde un peu justement l'effet des perturbations oculaires, hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène SENS, car on pense que c'est essentiellement un déséquilibre liquidien au niveau de la tête et des orbites oculaires. D'accord. Vous utilisez aussi une autre technique qu'on appelle la centrifugeuse. À quoi sert-elle? Alors, là, il y a vraiment deux chapelles, hein. Il y a des gens qui disent, pour éviter un peu tous ces dérèglements du corps humain dus à l'exposition à la microgravité, il suffirait d'exposer régulièrement à bord des véhicules spatiaux l'astronaute à de la gravité,
des séances de 1 heure par jour, 2 heures par jour, pour reconstituer un peu, réhabituer l'organisme à une situation de gravité. Ouais. Alors toutefois, ça a un très gros inconvénient, c'est qu'on sait que les transits de 0G à 1G et inversement de 1G à 0G créent des perturbations, en particulier ce qu'on appelle le mal de l'espace, qui est le mal des mouvements, une cinétose, hein, comme le mal des transports, le mal de mer ou le mal de l'air, hein, qui rend les gens malades. Donc ça veut dire que tous les jours, vous allez rendre vos astronautes un peu nauséeux, etc. Donc c'est, je crois, une histoire à leur couper l'appétit Ouais. de manière assez longue et définitive. Donc moi, je fais pas plutôt partie des gens que l'exposition temporaire à de la gravité n'est pas une bonne idée. Mais par contre, une station en rotation qui maintiendrait une gravité partielle de 0,5G ou 1G en permanence, hein, sans Ouais. ces passages de 0 à une gravité, serait une meilleure solution. Donc il faudrait faire des véhicules de transfert qui créent dans la zone habitable une gravité qui soit une fraction de la gravité terrestre. Et ça, on sait effectivement que ça éviterait la plupart des problèmes que l'on connaît à l'heure actuelle. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Bernard Comé. Maintenant, je vous propose de faire un peu de science participative, parce que l'Union fait la science, en fait. On va se rendre au centre de recherche de l'Ifremer à Brest pour une initiative très originale. Ça s'appelle Débattre sans se battre. C'est un projet éducatif qui a été imaginé par une équipe de chercheurs et de médiateurs scientifiques de l'Ifremer qui a pour ambition d'apprendre à des lycéens le débat des idées sur des questions de science et de société. On va en parler avec nos invités, mais pour nous mettre dans l'ambiance, regardez ce petit reportage. Vous êtes pour la Terre plate et vous êtes contre la Terre plate. Donc vous devez défendre le fait que la Terre soit plate. Quand on passe de la Chine au Canada, à l'Alaska, par l'océan Pacifique, on peut le faire. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas. Pourquoi on aurait des planisphères si la Terre était ronde? Pourquoi on aurait des Mais du coup, tous les explorateurs qui ont fait le tour du monde. La première phrase que je vous propose, c'est « Tout le monde a les moyens de baisser son empreinte carbone dans un pays comme la France. » Positionnez-vous. Ça me semble important de débattre pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on pense sur un sujet ou un autre. Si on parle d'écologie, le loup il est bien parce que il est beaucoup mieux pour l'environnement et il renouvelle la nature. Moi j'ai vu qu'il n'était pas en voie de disparition mais que c'était une espèce protégée seulement. Vous allez déjà reclasser dans l'ordre les différentes étapes de la démarche d'investigation. D'accord? De quoi on part et où est-ce qu'on va arriver quand on fait une démarche de recherche scientifique. J'ai appris comment trouver si c'était fake news ou pas. Je sais comment vérifier ses sources et surtout d'avoir les meilleures informations qu'on peut sur Internet, sur les journaux et tout ça. La principale cause est l'émission de gaz à effet de serre qui est rejetée par les L'industrialisation est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Êtes-vous prêt à arrêter votre consommation de viande? Encore plus tard pour faire planter du soja et nourrir les bovins. Le gaz qu'ils envoient, il pollue, on peut très bien le récupérer aussi. Nos sources viennent de La Recherche, le magazine La Recherche. On est acteur du réchauffement climatique, on doit prendre les choses en main. Je trouve que c'est une bonne expérience parce que j'aime beaucoup les travaux de groupe. Ça nous entraîne à parler à l'oral et pour notre concentration. Voilà, je vais donc vous présenter tout de suite nos invités. Nous sommes en duplex avec Martina Ferrari, bonjour. Vous êtes docteur en biologie marine et médiatrice scientifique à l'Ifremer. Vous êtes accompagnée de Claire Nouy et Audrey Ozol. Vous êtes toutes les deux professeurs de SVT au lycée Amiral Ronarc'h à Brest. Bonjour mesdames, on est ravis d'être avec vous. Alors Martina, bonjour. Vous êtes sur le sujet, sur ce projet depuis le départ. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée?
Alors l'idée nous est venue avec mes collègues et à moi, on est 3 à la cellule médiation à l'Ifremer. C'était 2017 et la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle venait de sortir, donc envoyée par le ministère. Et il y avait des mots-clés qui nous ont inspirés, c'était esprit critique, débat citoyen, et en parallèle, on avait des échanges et des réflexions avec un scientifique, Samuel Toucan, à l'occurrence. Et avec lui, en fait, on réfléchissait sur le fait, parce qu'on nous sautait aux yeux qu'il y avait des sujets sur lesquels il y avait consensus scientifique, mais il y avait débat citoyen. Donc, je fais l'exemple du changement climatique, par exemple, et on se demandait, mais comment ça se fait qu'il y a un consensus ou presque, de la presque totalité de la communauté scientifique, alors que dans la société, dans les réseaux sociaux, on voit qu'il y a du débat. Et donc on disait, on va en discuter avec les classes, on va voir qu'est-ce qui se passe en fait, et demander leur avis. Et là on a commencé du coup avec une année justement à aller débattre dans les classes de cette question-là, vraiment de comment ça se fait qu'un sujet qui fait consensus est débattu dans la société. D'accord. Oui, pardon. Justement, c'est intéressant, mais je voulais avoir l'avis de Claire et Audrey, qui vous êtes lancés dans ce projet, mais qui sont les élèves? Est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Alors, les élèves qu'on a ciblés dans notre projet, c'était les terminales enseignement scientifique. Et on n'a pas vraiment demandé leur avis. On s'est basé sur le programme, en fait. Dans le programme, on nous demande d'aider les élèves à devenir des citoyens responsables, autonomes, d'avoir un avis éclairé sur la société, les grands enjeux de société. Oui. Et du coup, on a visé ces classes-là pour cette raison-là. D'accord. Voilà, l'idée. Oui. Oui, l'idée, c'était aussi de leur faire comprendre comment se construit la science. Donc, le fait qu'il y ait des chercheuses qui viennent directement dans les classes pour expliquer comment tout le long processus qui amène de l'hypothèse qu'elles ont à la publication, d'avoir tout ce retour auprès des élèves et ensuite de monter des débats scientifiques où c'était quelque chose qui était nouveau aussi pour nous et ça a permis de travailler différemment avec les élèves. Et faire découvrir la démarche scientifique, effectivement, c'est très important. Ça fait partie des... Je crois qu'il y a 3 objectifs dans votre projet. Il y en a un, c'est apprendre à débattre, évidemment, sans se battre. Faire découvrir comment fonctionne la science. Et puis, évidemment, aussi savoir vérifier, d'abord aller chercher les informations et savoir les vérifier. C'est quand même le b.a.-ba avant de pouvoir débattre. Pour apprendre à débattre, qu'est-ce que vous faites techniquement? Vous leur donnez, je ne sais pas moi, des techniques oratoires? Comment faites-vous? Oui, en fait, du coup, l'évolution, donc la genèse dont je parlais tout à l'heure du projet était celle-là. Après, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'une compétence en plus. Donc, nous, on a porté le savoir scientifique, on a porté aussi notre savoir en termes de médiation scientifique, mais plutôt rattaché à un institut de recherche. Mais il nous manquait les compétences en termes de débat. Et c'est pour ça qu'on a monté une collaboration avec l'association des Petits Débrouillards. Et pour le coup, où eux, ils amenaient dans la classe donc les techniques de débat, justement. Et pas que, en fait, aussi des activités, des jeux sur comment construire son argumentaire. Donc justement pour apprendre aux jeunes à prendre une parole argumentée et déjouer aussi les pièges des fausses informations. Donc à la fois justement leur montrer comment se construit le savoir scientifique et leur dire en fait que là où un scientifique prend la parole, c'est toute une communauté derrière qui parle en fait et qui a validé ce travail-là, qui a validé cette information qui est sortie et du coup redonner légitimité au discours du scientifique. Et ça fait partie du coup de comment on déjoue les pièges du coup de ces fausses informations. Et de l'autre côté aussi leur apprendre du coup à argumenter. Donc de dire voilà, j'ai appris ça et j'argumente mon discours. D'accord. Et très bien, ils ont de la chance en plus parce qu'ils vont rencontrer les chercheurs au cœur de leur laboratoire. Tout à fait, tout à fait. Bon, l'année dernière, à cause d'un problème sanitaire, ça n'a pas été possible, mais en tout cas, les scientifiques vont dans les classes. Donc déjà, ça, c'est une chance, en fait. Parce que donc, il y a le côté Petits Débrouillards pour les techniques de débat. Et nous, justement, on veut que les jeunes, ils rencontrent les scientifiques, donc et qu'ils parlent avec eux de leur quotidien. Et tous les ans, on essaye d'avoir un cas d'étude.
Donc, on a commencé avec Claire et Audrey, et même cette année, on propose le thème de la pêche durable. Mais le but, c'est de construire le projet à chaque année sur un thème différent, de façon que les profs aient ensuite, ça va continuer dans les années, on espère, une sorte de catalogue de thématiques, de sujets de société, donc de sujets sociétaux. Il y en a beaucoup, ouais. Oui, il y en a beaucoup. Donc, cette année, c'est la pêche durable. On va s'attaquer très probablement l'année prochaine aux ressources minérales. D'accord. Et après, on va suivre. Enfin, à chaque fois, du coup, vraiment, cette construction du sujet qu'on va aborder dans la classe se fait avec notre direction scientifique et avec les chercheurs. Parce que ce qu'on va proposer, ce n'est pas seulement des séances dans les classes, mais ce sont des fiches aussi que l'on a créées à laisser justement aux profs et aux élèves pour avoir justement cet avis scientifique, cette information scientifique sous les yeux. Je voudrais avoir l'avis des deux enseignantes, de Claire et Audrey, par rapport au troisième objectif, aller chercher l'information, la bonne information, et la vérifier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces élèves, qui sont en terminale quand même, sont un peu perturbés ou peuvent être influencés par des fake news qui circulent partout et sur les réseaux sociaux? Oui, ça arrive qu'en classe, on doive intervenir et leur expliquer que la source n'est pas très fiable et qu'il faudrait qu'ils vérifient à nouveau cela. Et oui, ce qui était intéressant aussi, c'était de travailler sur le débat et de permettre à ce que tous les élèves puissent exprimer leur point de vue. Donc il y a eu des techniques comme ça, comme le débat rivière, où il y a eu des débats où les élèves devaient faire des signes, où les plus réservés pouvaient aussi s'exprimer sur des sujets et confronter leurs idées. C'était quoi le débat rivière? Racontez-moi. Eh bien, les élèves, face à une question polémique, devaient décider s'ils étaient d'accord. Dans ce cas-là, ils allaient d'une partie de la salle. Et s'ils étaient contre, ils allaient de l'autre côté de la salle, avec une rivière virtuelle entre les deux. Et lors de ce débat-là, je me souviens qu'on avait un élève qui avait pris position alors que toute la classe était partie de l'autre côté. Et il a fallu qu'il ait des arguments vraiment convaincants et pertinents, et ça a été le cas. Et il a même réussi à faire changer d'avis les plus indécis de la classe. Ah ouais, c'est intéressant. Il faut être courageux quand même pour faire ça, parce que c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il a tort. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a bien relancé le débat au sein de la classe, alors qu'on pensait que le débat était cuit puisqu'ils étaient tous partis du même côté. Et finalement, non. Et surtout, ça avait permis que certains changent de camp. Oui. Donc Change aussi, d'avis, changer d'avis. L'importance aussi de se donner le droit de changer d'avis, en fait. Ils acceptent de changer d'avis? Oui. Oui? Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, tout à fait. Tout n'est pas joué encore, c'est bon. Oui, c'est très bien. Et certains, vous le disiez, ont le courage aussi de tenir tête et de dire, voilà, je sors mes arguments, vous avez beau pas être d'accord avec moi, je me défends. Ça, c'est super. On va écouter tout de suite le témoignage d'une lycéenne. Je trouvais ça très intéressant et puis ça permettait d'apprendre à mieux respecter les opinions des autres, et puis à découvrir aussi d'autres opinions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'opportunité en fait d'entendre ce que les autres pensent sur un sujet. Et puis aussi les thèmes abordés étaient super intéressants. C'est parti sur l'écologie, la biodiversité, c'est des enjeux super importants en ce moment et je trouve ça super intéressant d'en parler en classe. Ça m'a permis de voir qu'en fait c'est pas si compliqué, qu'on peut tous prendre la parole et que ça m'a appris aussi à mieux formuler ce que je voulais dire et à le dire de façon à ce que le maximum de personnes puissent le comprendre et que je puisse partager au maximum mon opinion, quoi. Claire, Audrey, Martina, deux petites questions pour conclure. Claire, Audrey, est-ce que c'est une expérience que vous allez renouveler? En tous les cas, oui. Nous, on a appris vraiment des techniques nouvelles et on souhaite maintenant se les réapproprier, même dans les classes qu'on a, le terminal, première, seconde. Ah oui, clairement. Oui, maintenant très positif pour vous. On va réinvestir. Oui. D'accord. Martina. Oui, comme le dit. Excusez-moi, Martina, est-ce que l'équipe d'Ifremer n'aurait pas envie finalement de diffuser ce modèle un peu plus largement?
C'est le cas. On travaille pour ça justement et cette année on a des classes en PACA, on a des classes dans le Grand Est, on a eu l'année dernière déjà c'était le cas d'ailleurs parce qu'on avait des classes à Paris, on avait des classes à Besançon, donc on élargit en fait. Le but c'est nous on est basé ici à Brest, mais le but c'est que nos projets ils vivent dans tout le territoire français. Même au-delà, peut-être dans le futur, on ne sait pas. Pour l'instant, on se limite à la France. Mais oui, on fait de façon, et c'est pour ça aussi l'intérêt de travailler avec l'association des Pitiés débrouillards, c'est parce qu'eux, ils sont basés un peu partout en France. Donc, on peut profiter aussi de leurs contacts. On essaye de travailler en parallèle avec les académies aussi. Et donc voilà, oui, le but c'est que le projet vive au-delà des limites de la Bretagne. En tout cas, vraiment bravo. Et on espère que ça va se généraliser un petit peu plus. Merci beaucoup, mesdames. Et merci pour le travail que vous faites. Et puisque nous parlons d'initiatives originales pour transmettre les sciences et pour éveiller un petit peu les esprits, eh bien ça tombe bien, puisque nous allons faire tout de suite le tour du monde d'Élodie. Alors aujourd'hui, on part au Canada, vous allez voir, pour une initiative qui est un petit peu dans la même direction que ce que vous venez tout juste de voir. Cette initiative s'appelle Broad Science Youth et ce sont des podcasts. Alors jusque-là, rien de bien original, vous allez me dire, mais en fait, ce sont les jeunes de entre 8 et 17 ans qui prennent le pouvoir et qui prennent le micro. Alors tout d'abord, ils vont être formés pendant à peu près une journée par des professionnels aux techniques d'interview et aux techniques de production audio. Et puis après ça, ils peuvent enregistrer un podcast eux-mêmes avec un ou une scientifique. Ils vont faire eux-mêmes l'interview. Et cette expérience va vraiment changer les choses pour eux parce qu'au lieu de juste écouter une information, ils vont être dans l'action. Ils vont devoir apprendre l'esprit critique et la démarche scientifique qui vont les aider à construire l'interview, mais également à le conduire lors de l'enregistrement de ce podcast. On apprend toujours beaucoup mieux en faisant qu'en écoutant et je pense que l'expérience est probablement gravée dans leur mémoire. Et vous, est-ce que ça vous dirait de passer d'auditeur à journaliste le temps d'un podcast ? Oui, moi ça me dirait après tout. Et vous ? Tout à fait. Super initiative, c'est génial. Non, c'est bien. Ouais. Hein, est-ce que vous aussi vous vous impliquez beaucoup ? D'abord, vous êtes ambassadeur. C'est bien toutes ces initiatives, non ? Mais ça prend du temps aussi aux chercheurs. C'est un temps qui est, on le compte pas parce que c'est juste tellement un plaisir de pouvoir partager à la fois les connaissances et la méthode scientifique qui est absolument essentielle aujourd'hui. Donc ça prend effectivement beaucoup de temps, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Ouais, Aurélie, vous allez pas mal dans les écoles aussi ? Oui, le CNES va avec un programme qui s'appelle l'Espace et Classe dans les écoles directement avec les élèves. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment bien de lever la tête du guidon par moment, de remettre en perspective un peu ce qu'on fait. C'est vrai, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous apporte beaucoup de choses, même dans la manière d'expliquer les choses, dans la manière de remettre... Vous les expliquez, vous êtes... Franchement, c'est clair, tout ce que vous racontez sur des sujets compliqués quand même. Hein. Non, on a des sujets très clairs. Non, c'est vrai. Donc vous, ça vous apporte, ça nous remet c'est toujours bon de se remettre un peu en danger, de confronter un peu à d'autres opinions, parce que là on en revient sur le débat. Nous, c'est un travail de tous les instants. On est sans arrêt confronté à d'autres idées, d'autres théories. Et donc même quand ça vient d'un élève de 4 ans ou 6 ans ou 12 ans, c'est toujours intéressant. Oui, et puis la science avance avec des questions, et parfois les questions les plus inattendues viennent des personnes les plus inattendues et font progresser la science. Donc il faut toujours être confronté à toutes sortes de questions et essayer de trouver une réponse. Bon, super. Voilà. Très bien. Vous savez quoi ? On va continuer, on va poser tout de suite, parce que ça, c'est une petite une habitude, une séquence dans cette émission. C'est l'heure de notre énigme du jour. On répondra donc à cette énigme demain à 17h30. Et aujourd'hui, cette énigme nous est proposée par Drop of Curiosity. C'est pas un satellite. Moi je m'appelle Gonzalo et j'ai une petite question pour toi. On a tous déjà regardé au moins un de ces films. Demolition Man, Idiocratie, Aliens, Avatar, Passenger, Interstellar. Dans tous ces films, il y a de la cryogénisation, une technique qui consiste à refroidir à des températures très très basses un corps dans l'espoir de le réveiller un jour. Oui, dans l'espoir parce que ça finit pas toujours très bien. Aucune maladie ou anormalité détectée. Il se trouve que cette technique existe pour de vrai depuis 1967 et elle est de plus en plus envisagée. D'après toi, combien de personnes sont aujourd'hui cryogénisées dans l'attente qu'un jour ils puissent revenir à la vie ? La réponse risque de te surprendre.
Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette émission, gentiment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h30. Il y aura bien sûr en première partie d'émission le grand quiz. On sera où, Élodie? Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Et juste après? Et juste après, on vous présentera les grands enjeux de nos sociétés modernes. Alors des rencontres numériques jusqu'au vieillissement de la population. Vous verrez, vous allez découvrir ce que l'avenir nous réserve. Encore un autre sujet passionnant. Merci tous les scientifiques qui ont été avec nous en duplex. On vous remercie, Aurélie. On vous remercie, Antoine. On n'a pas percé tous les mystères des origines de la vie, hein, donc il va falloir faire encore d'autres émissions et sans doute d'autres missions. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, on vous dit à demain, 17h30. Ciao, bye bye.